Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je veux d'abord dire mon très très grand plaisir d'être là. Merci beaucoup au service scientifique du Parc national du Mercantour pour cette invitation. Comme directeur de la zone atelier Alpes depuis quelques années, je suis vraiment dans une situation privilégiée pour mesurer la richesse des échanges avec tous les services scientifiques des parcs nationaux. Et j'ai des collègues un peu grincheux dans le laboratoire qui me disent tu fais de la recherche appliquée. Non, je fais de la recherche impliquée, c'est-à-dire au plus près des enjeux des territoires et des acteurs. Donc je suis très très fier de ces relations. Alors un petit souvenir personnel pour commencer. Là vous avez une image qui a été prise au-dessus du lac de la Montagnette, à côté du refuge de Vence. Premier rendez-vous avec le Parc national du Mercantour, hein, qui date de 1999, donc ça fait que 20 ans, je suis désolé. Parce que je commençais une thèse sur les pelouses alpines à Carrez-Curvula, et j'avais à cœur de retourner sur les lieux où Marcel Guinochet, dans les années 30, avait fait ses relevés de Caricetum curvulae, donc dans ce secteur de la Montagnette. Et depuis, sur ces petites pelouses orophiles, acidiphiles, j'ai des capteurs de température qui enregistrent toutes les heures la température et qui donnent une espèce de mouchard aussi du déneigement et de l'enneigement de ces systèmes. Et donc voilà, depuis cette époque, je n'ai pas quitté le Parc national du Mercantour. Et voilà. Bon, je ne vais pas vous parler de ma thèse, ça va être un peu long. Je vais vous parler du projet Gloria et puis des travaux que l'on réalise en ce moment dans le cadre du projet Climat sur la télédétection sur l'espace Mercantour. Alors, comme introduction, dire peut-être que les montagnes sont des laboratoires naturels, et en particulier les hauts sommets de nos montagnes. Je mets ici une image de hauts sommets en Suisse, et nos prédécesseurs, nos illustres prédécesseurs, Dombronn Blanquet, Pawlowski, etc., qui ont fait des relevés de la flore sommitale dans ces endroits magiques, et qui ont permis très récemment, en fait, de publier des études retraçant la dynamique de la flore de ces hauts sommets. Et vous avez ici une étude de Steinbauer qui a été publiée dans une revue assez prestigieuse, même prestigieuse, qui montre que, en mobilisant toutes ces données anciennes sur ces hauts sommets, eh bien, qui montre qu'il y a eu un enrichissement en espèces, donc une augmentation de la richesse spécifique de plantes vasculaires dans ces montagnes tempérées, et si vous regardez la courbe du haut, une espèce d'accélération spectaculaire depuis, on va dire, 20-30 ans sur la flore de ces hauts sommets. Donc ça, c'est grâce à ces relevés anciens, à ces données anciennes. Quand on regarde les explications qui sont esquissées, les corrélations avec la température et les précipitations, bon, pour moi, c'est presque un aveu d'impuissance à expliquer quels sont les facteurs qui ont vraiment gouverné, qui ont présidé à ces dynamiques, puisque les relations sont très très bruitées. Il y a encore beaucoup à faire pour comprendre quels sont les mécanismes qui président à ces dynamiques. Le Parc national du Mercantour fait également, apporte sa contribution à cette grande entreprise de connaissance de l'évolution de la flore des hauts sommets à travers un projet qui s'appelle le projet Gloria, qui est un projet européen qui a démarré à l'échelle de l'Europe et qui s'est étendu ensuite à l'échelle du monde. Gloria, qui est piloté par des collègues autrichiens et qui vise à documenter de manière très très précise l'évolution de cette flore sommitale. Alors au début, ça a commencé sur 15, 20, 30 sommets en Europe, et puis maintenant, il y a plus de 100 sommets à travers le monde. Pour la petite histoire, c'était la fin des années 90, Georg Graber, qui était le coordinateur à l'époque de Gloria, avait contacté Paulo Zinda à Grenoble en lui disant « Je veux un site dans les Alpes françaises ». Donc nous, on avait un peu proposé le Lotaré parce que c'est plus proche de chez nous. Georg Graber a dit non, je veux absolument les Alpes-Maritimes, parce que les Alpes-Maritimes, c'est évidemment un hotspot, comme on l'a rappelé à de très nombreuses reprises, un hotspot de biodiversité. Bon, Paulo Zinda étant originaire de Nice, donc il n'a pas eu beaucoup de mal à être convaincu de l'opportunité en fait, d'avoir un site Gloria dans le Mercantour. Donc ces sites se situent en Haute-Tinée. Vous avez ici une image de 3 des 4 sommets, donc Cime du Fer, Monténibre, Cime des Bas-Marottes et Butte du Locé, donc dans la Haute-Tinée, avec un protocole assez lourd, puisqu'il s'agit d'installer des placettes permanentes sur lesquelles on va revenir tous les 7 ans pour compter, mesurer la diversité, la richesse des plantes vasculaires.
Et bon, il y a d'autres mesures, notamment de température du sol, etc. Je vais vous montrer deux résultats simplement de Gloria. Alors moi j'ai participé à la dernière campagne, hein, celle de 2015, donc 2001, 2008, 2015. Donc on a 15 ans de recul sur cette flore des hauts sommets, sur ces 4 sommets de Tinée. D'abord l'image pour rendre hommage à mon collègue Emmanuel Corquet qui, de l'Université de Bordeaux, depuis le début en fait, participe à ces campagnes de revisite Gloria. Si je regarde la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces dans ces cadras qui font 1 mètre carré, que ce soit en exposition nord, en exposition sud, en exposition est, en exposition ouest, la courbe en vert vous montre qu'à chaque fois, on a plus d'espèces en 2015 qu'en 2001. Donc, et ça, c'est vrai pour tous les sommets, hein, encore une fois, les 4 sommets, et toutes les expositions. Donc il y a, alors on pourra toujours objecter des biais d'observateurs, etc., mais globalement, il y a un enrichissement effectivement en espèces sur ces hauts sommets. C'est un solde, hein, c'est le solde entre celles qui disparaissent et celles qui apparaissent. Globalement, ce solde est positif sur les 15 dernières années. On pourrait détailler, je ne vais pas le faire ici, mais les principales gagnantes en fait, de ce mouvement, enfin de cette dynamique de la flore, sont les plantes alpines. Ce ne sont pas, contrairement à l'idée reçue, les plantes du bas qui remontent vers le haut. Ça, c'est une image qui, à mon avis, il faut arriver à nuancer. Les plantes alpines sont les premières bénéficiaires de cette dynamique de la flore sommitale, en fait, non seulement en Tinée, mais aussi dans d'autres systèmes. Le deuxième résultat, qui va faire le lien avec ce que je vais montrer tout à l'heure, c'est concernant le recouvrement des plantes vasculaires. Donc on a des cadras, on fait des points cadras, et puis on note sur chaque mètre carré s'il y a une plante vasculaire, s'il y a un caillou, si c'est un lichen, si c'est une mousse, etc. Quand on regarde les plantes vasculaires, on a exactement la même image, c'est-à-dire que quelle que soit l'orientation, quel que soit le sommet, il y a une augmentation spectaculaire du recouvrement par les plantes vasculaires sur les 15 dernières années. Et ça, c'est cohérent avec d'autres résultats qui ont été obtenus sur d'autres sommets. Alors, moi, je suis fasciné par ces images, par ces comparaisons d'images, donc c'est un petit peu mon dada actuellement, c'est-à-dire d'arriver à revenir au même point avec des photos constats, quoi, et à 15, 20, 30 ans d'intervalle, et de voir ce qui s'est passé. D'accord ? Donc là, juste à titre d'illustration, le cadre S11, donc c'est la face sud, un des 4 mètres carrés de la face sud de la cime des Babarottes en 2001, en haut à gauche, et en 2015 en bas à droite. Quand je dis qu'il y a eu un recouvrement des plantes vasculaires, vous comprenez que voilà, ici le principal contributeur à cette dynamique, enfin, le cortège d'espèces en fait, qui arrive à s'installer, c'est des graminées, en particulier la fétuque de Haller, la Festuca scabriculmis, l'avoine des montagnes. Donc on a ces implantations de clones de graminées, sur ces hauts sommets. Alors c'est des espèces qui étaient juste à côté, hein, mais en fait qui voilà, augmentent leur recouvrement sur ces hauts sommets. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait, à mon avis, saisissant, parce que là on a des faits d'observation, et il faudrait que nos modèles rendent compte de ces faits. D'accord ? Alors, à peu près 64 mètres carrés, suivis comme ça très précisément sur l'ensemble de ces 4 sommets. Ça représente 0,00001% de la surface du parc national du Mercantour, de la zone Q. Donc il y a un peu de frustration aussi, hein, vous comprenez, quand on fait des études. Moi j'aime bien cette phrase de Paul Valéry, je me reconnais assez là-dedans. Donc on essaye de voir les choses très très exactement, mais comme le disait John, on loupe aussi pas mal de choses en faisant ça. Donc il y a eu l'idée de changer d'échelle, de changer de focale, et de regarder un petit peu les choses d'en haut. Non plus au ras du sol, mais vu de l'espace. Alors je me suis permis une petite citation de Humboldt, parce que c'est le 250e anniversaire de sa naissance. Et pour moi, c'est le père de l'écologie, de la biogéographie, c'est Alexander von Humboldt. À mon avis, trop méconnu en Europe. Donc les images satellites fournissent, en temps réel, depuis quasiment la fin des années 80, des images des surfaces terrestres. Et c'est une mine d'informations pour comprendre en fait ces grandes dynamiques, les dynamiques des grands compartiments de biomasse qui nous ont intéressés, qui nous intéressent de plus en plus, notamment dans le système alpin.
Alors je vais vous montrer un résultat obtenu très récemment dans le cadre du projet Climat, donc un Alcotra Interreg. Donc c'est fabuleux de voir que finalement on arrive maintenant à financer de la belle recherche grâce à ces projets qui d'une certaine façon pallient un peu les insuffisances de notre Agence nationale de la recherche. Bon, je ferme la parenthèse. Donc avec le collègue Arthur Bale, on a disséqué les images sur le Mercantour depuis 30 ans, donc des images Landsat, des images Spot, des images Sentinel, etc. Et on s'est intéressé au verre, à la quantité de verre qu'il y a par pixel. Et ce que l'on montre pour le Mercantour, c'est ce qu'on a montré pour les écrins, c'est qu'il y a un verdissement. Les Américains avaient trouvé ça depuis quelques années déjà sur l'Arctique, sur les écosystèmes arctiques, le greening de l'Arctique. Ça avait fait des gros titres des publications, des journaux scientifiques. C'est la même chose dans les Alpes. Dans nos Alpes tempérées, il y a un verdissement généralisé des espaces alticoles. Et donc ça se voit dans les écrins, ça se voit très bien également sur le parc national du Mercantour. Alors il y a tout de suite deux questions. Alors il y a des questions qui commencent par comment, comment se fait-il que, alors ça c'est encore assez facile on pourrait arriver à trouver des réponses. Donc quels sont les contributeurs, enfin qui fait que voilà, il y a plus de verre maintenant qu'avant. Donc je vous ai montré des fétuques par exemple, ça peut paraître, enfin, ça peut faire partie des contributeurs. Et puis après il y a la question du pourquoi, qui sont toujours des questions beaucoup plus compliquées. Pourquoi ça verdit, d'accord, depuis 30 ans. Et donc bon, j'en parlerai un petit peu également juste après. Quand on regarde par unité pastorale, on a fait une moyenne sur les je sais plus, 140, 150 unités pastorales du parc. Bon, on a des différences entre les secteurs, entre les différentes zones du parc national du Mercantour, qui à mon avis méritent une étude beaucoup plus approfondie, ce qui est en cours. En particulier, vous notez peut-être que sur la partie nord-ouest de l'espace parc, donc sur le secteur voilà, un peu autour de nous, col de la Bonnette, etc., il y a une réponse particulièrement significative du verdissement. Donc c'est des systèmes vraiment très très dynamiques, avec des pentes en fait, de cet indice de vert qui sont très 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 fortes, qui correspondent, vous l'avez peut-être noté, au secteur qui est un peu le secteur gréseux sableux en fait, du parc. Là, une petite carte lithologique. Bon, c'est les résultats préliminaires, mais qui montrent qu'il y a probablement quelque chose à creuser en lien avec le sol, le climat du sol. Quand je parle du climat du sol, c'est à la fois le climat thermique, hein, enfin la température du sol, mais également le régime hydrique du sol. Alors, on peut imaginer qu'on a peut-être ici une combinaison entre un réchauffement que l'on connaît tous et une capacité de ces sols relativement profonds à conserver quand même de l'humidité qui fait que, peut-être plus qu'ailleurs, la végétation bénéficie en fait, de ces conditions nouvelles. Donc ça, c'est une hypothèse qui, à mon avis, est très intéressante parce qu'on n'a pas les mêmes figures sur le parc national des écrins, on n'a pas les mêmes choses sur le Mont Blanc, parce qu'on a aussi fait ça maintenant sur le Mont Blanc. Donc il y a vraiment une étude plus approfondie sur le pédoclimat et la relation avec ce verdissement. Lorsqu'on regarde, alors ça c'est sur les écrins, parce que l'étude est en cours maintenant pour le Mercantour, avec Jérôme notamment qui participe beaucoup à cette entreprise, à ce projet. On regarde la relation entre la signature spectrale et puis le type de végétation, c'est ce qu'on a fait sur les écrins en croisant les bases de données relevés de végétation, des relevés phyto avec les informations des pixels correspondants. Et en fait, ce que l'on a noté sur les écrins, c'est que les groupements végétaux qui répondent le plus, qui verdissent le plus, sont des groupements de l'alpin nival ou de l'étage nival, notamment tous les systèmes où le minéral domine, hein, où on a des végétations très très clairsemées, donc des éboulis alpins, des éboulis à l'étage nival. Donc ça, c'est les histogrammes en bleu, les barres en bleu qui montrent que c'est les systèmes les plus réactifs. Donc dans les conditions les plus contraignantes de la haute altitude, c'est là où on a le plus de verdissement. Donc encore une fois, l'idée que les plantes alpines, voire les plantes nivales, sont les premières bénéficiaires des changements en cours. Alors, il y a un défi qui est le défi de la végétalisation du pixel. On a beaucoup d'informations venant donc de ces satellites, mais on a du mal à
articuler ces informations avec les données terrain. Parce que, alors il y a déjà le problème de la résolution. Il y a des satellites qui ont une résolution de 250 mètres, comme celui le pixel Modis là, que vous avez sur une orthophoto. Donc vous voyez que dans 250 mètres à l'étage alpin, on a inclus énormément de choses. Hein, et donc c'est très difficile après de faire la part de qui contribue à quoi dans ce pixel. Maintenant, on a des satellites de haute résolution à 10-20 mètres, donc c'est beaucoup plus facile d'attribuer, d'assigner un type de végétation à un pixel. Et donc ça ouvre des perspectives beaucoup plus grandes en réalité. Mais il reste quand même la difficulté d'arriver à trouver des pixels suffisamment purs, c'est-à-dire qui hébergent en fait un type de végétation et pour lesquels on est à peu près, on a une bonne confiance de pouvoir retracer l'évolution sur plusieurs dizaines d'années d'un type de végétation. Moi, je rêve par exemple d'avoir une collection, c'est pas mon seul rêve, mais d'avoir une collection de pixels des prairies à fétuques paniculées, par exemple, sur l'ensemble des Alpes. Et je serais capable de dire, ben voilà, la fétuque paniculée, enfin, les groupements à fétuques paniculées, ils ont réagi comme ça, par exemple à la sécheresse de 2003. Et ça, on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas cette information qui nous permet de faire l'aller-retour entre l'observation satellite et l'observation sol. Donc ça reste un défi. C'est pour ça qu'on a imaginé un projet dont l'acronyme est très modestement intitulé TOP. Donc un projet TOP qui essaierait d'examiner ces trajectoires et ces fonctionnalités pastorales à l'échelle des Alpes, mais pas seulement, aussi à l'échelle d'autres massifs français, donc avec les collègues des Pyrénées notamment. Et l'idée serait en fait de croiser les regards d'une certaine façon, de croiser les approches, de jouer à fond ces possibilités de lien entre échelles, donc en ayant sur des placettes de référence des relevés anciens, correctement géolocalisés. Ancien, ça veut dire 20-30 ans, mais correctement géolocalisés, dans des environnements physionomiques relativement simples, hein, c'est-à-dire pas trop mosaïqués, des choses comme ça. Donc toute une sélection en fait des placettes les plus favorables, les plus propices à ces études, et de croiser les trajectoires floristiques, donc revisiter ces différents types de végétation, et examiner en parallèle, en même temps, les trajectoires spectrales de ces pixels, de façon à mieux comprendre ce qui contribue aux dynamiques de verre dans ces différents systèmes. Et le faire le long de gradients biogéographiques. Pas seulement sur le Mercantour, mais le faire sur les Pyrénées, les Cévennes, les Alpes. Moi, j'estime qu'il nous faut à peu près 200 à 300 placettes de référence. On avait embarqué, parce que là c'est un projet qui a été soumis mais qui n'est pas encore financé, ça va peut-être venir. On avait embarqué tous les parcs nationaux, enfin, qui hébergent des montagnes, les CBN. Après, les parcs naturels régionaux qui ont voulu jouer, etc. Bon, en fait, on se retrouve avec un consortium énorme. Bon, moi, j'ai essayé de vendre ça à l'AFB. À chaque fois, je rencontre des dignes représentants de ces organismes. Je leur explique un peu, voilà, on pourrait faire des choses. Parce que mon intime conviction est que des collègues suisses, autrichiens, norvégiens, ont jusqu'à présent tiré beaucoup plus parti de leurs données anciennes que nous, Français. C'est absolument saisissant quand on regarde l'écologie alpine en Suisse, en Autriche, la manière dont ils ont su remobiliser ces données anciennes, les entrelacer avec d'autres types d'informations. En fait, ils ont une longueur d'avance, si ce n'est 2 sur nous, quoi. Alors je ne comprends pas pourquoi nous, on n'est pas capable, on a des gisements de données partout, on n'est pas capable de tirer davantage profit, bénéfice pour la connaissance, hein, de ces données. Donc ça, c'est une compréhension, voilà. On pourra peut-être en discuter. Donc faire quelque chose comme ça à l'échelle des massifs montagneux de France, évidemment dans un contexte, c'est tarte à la crème, mais enfin bon, il faut quand même le dire, de changements globaux. De mon point de vue, il y a 3 choses importantes à bien analyser. D'abord, pas le changement climatique. Moi, je ne crois pas au changement climatique. Je crois au changement bioclimatique, ce qui est très très différent. C'est-à-dire qu'il faut arriver à saisir quels sont les facteurs physiques du milieu qui ont une importance pour la vie
des organismes. Quand tout à l'heure je montrais les relations sur l'article de Steinbauer entre la température de l'air moyenne, annuelle, et puis des dynamiques de flore à haute altitude, pour moi ça n'a pas de sens. Les plantes qui sont peut-être 6 mois par an, voire plus sous la neige, la température de l'air, je suis désolé, mais je ne vois pas trop le caractère informatif de la température de l'air pour ces plantes, pour la vie de ces plantes. Donc il faut s'approcher du climat ressenti par les plantes, en particulier les plantes alpines, tout se passe dans le sol, tout le reste c'est un peu pour amuser la galerie, enfin, bon, voilà, c'est dans le sol qu'il faut comprendre ce qui se passe. Donc la température du sol, la température de l'horizon racinaire, l'eau dans le sol, la neige. Très important de savoir si on est sous la neige ou pas sous la neige, c'est la base, quoi. Donc changement bioclimatique, le premier à mon avis, le changement lié à la dynamique de la cryosphère. On sait que depuis 20-30 ans, en fait, on a quasiment perdu, si je me mets à 2600 mètres d'altitude, on a perdu à peu près 15 jours d'enneigement. D'accord ? Donc 15 jours d'enneigement, c'est pas négligeable, quand on a une courte saison de végétation, ça veut dire beaucoup plus d'accumulation de chaleur dans le sol. Si vous rajoutez à ça des canicules estivales, ça veut dire quand même, si je me réfère à ce que disait aussi Michel hier, ça veut dire un régime thermique du sol qui est très différent de celui des années 70-80. Donc il y a eu un shift, à peu près à la fin des années 80. Et bon, il y a beaucoup de variabilité interannuelle, mais globalement, on a une saison qui est plus longue. Donc changement bioclimatique, ça c'est très très important à considérer. Sur l'ensemble de ces placettes, il nous faut des informations précises sur le climat ressenti par les organismes, par les plantes. Autre chose qui vient de discussion avec des collègues des Pyrénées, c'est tout ce qui concerne les dépositions atmosphériques, notamment d'azote. Il y a l'idée aussi qu'il y a peut-être un facteur d'eutrophisation de ces milieux qui contribue aussi à favoriser la vie de certains cortèges floristiques, notamment les graminées. Les collègues des Pyrénées qui me disent que la disparition de la calune dans les Pyrénées, c'est une signature de l'enrichissement en azote des sols. Et donc la disparition de la calune au profit des graminées, c'est une espèce de balance en fonction de la trophie en fait, du système. Donc il y a des choses aussi à faire là et peut-être interpréter des différences régionales en regardant les dépositions atmosphériques. Et puis évidemment, les pratiques pastorales, les pratiques agro-pastorales, et essayer autant que faire se peut d'articuler ce type d'observation à des suivis, à des diagnostics pastoraux, à des suivis, des évolutions, des pratiques sur ces placettes. Voilà, conclusion, sous la forme d'exigence. En fait, je commence par m'imposer à moi-même avant d'essayer de les imposer aux autres. La première, c'est qu'il faut reconnaître davantage la valeur de ces données anciennes. Donc s'inscrire dans une histoire, je pense que c'est très, très important. J'essaye de plus en plus de convaincre des jeunes collègues que voilà, ils arrivent quand même. Il y a une filiation, quoi. C'est pas tabula rasa, quoi. Je commence pas ma recherche comme si la page était blanche, quoi. Et ça, c'est quand même, c'est peut-être une parole de vieux con, mais c'est quand même un combat de tous les jours dans un laboratoire. La deuxième conclusion, c'est qu'il faut absolument croiser les regards, les approches. Il y a des très très bons spécialistes de la télédétection qui sont dans leur silo. Bon, voilà, très bien, ils font des choses super, mais je pense qu'il faut arriver, et la même chose pour des phytoécologues, mais il faut arriver à croiser, autant que faire se peut, les regards, les approches, parce que c'est de là que naissent, à mon avis, les véritables innovations. Et puis, par rapport à ce que disait John, l'idée quand même qu'il est quand même nécessaire de se confronter aux faits, quoi, avant de modéliser, ou d'essayer d'alimenter de manière satisfaisante les modèles avec les faits d'observation. Je crois qu'on a effectivement l'envie de connaître, d'anticiper ce qui va pouvoir se passer, etc. Mais les modèles de biodiversité qu'on nous propose actuellement, qui sont sur étagère, sont relativement faibles, je dirais, pour prédire des évolutions notamment de ces flores alticoles, pour différentes raisons. Mais je crois qu'il y a vraiment nécessité de calibrer, de mieux calibrer, de mieux valider ces modèles avec des données, avec des faits d'observation. Gloria, ça fait partie de ces systèmes qui alimentent, qui pourraient alimenter davantage les modèles. Il y a d'autres initiatives dont je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, comme Hors-Champ, par exemple, qui est un autre dispositif d'observation sur les algues qui permet de fournir des données sur le long terme
pour mieux contraindre ces modèles de biodiversité, pour mieux scénariser les biodiversités. Voilà, merci pour votre attention. Merci Philippe pour cette présentation passionnante et bien posée. C'est très intéressant de t'entendre. Surtout que nous, on a un petit projet qui finance, mais enfin, je vais enfin travailler avec un projet financé dans le parc. Et ce projet a exactement le même message. La niche d'une plante, ce n'est pas un enveloppe climatique, ce n'est pas un grand type d'habitat. La niche, c'est là où les plantes poussent. Merci beaucoup de ce message, c'est très important. Donc, si vous avez des questions, on a le temps. Donc, je vous laisse vous présenter chacun. Bonjour, Jacques Claudin, premier chargé de mission scientifique au Mercantour. Hier, Nadia Guigan a présenté la cartographie qui avait été faite sur la géomorphologie, qui est faite au 25 millième, où tout a été numérisé à l'échelle en mode vecteur. En même temps que cette cartographie de la géomorphologie a été faite une carte de la végétation avec les dominantes végétales à l'échelle du 25 millième aussi. Et donc ces données sont dans les bases de données du parc du Mercantour, elles sont utilisables telles quelles. Elles ont été resituées dans la carte des séries de végétation de Barbero, qu'on a mis à jour à l'époque. Donc on sait dans quel contexte dynamique se trouvent ces végétations. Et enfin, elles ont été corrélées avec les unités pastorales. Et Michel Lambertin a rappelé le travail qui était fait là-dessus. Donc je pense qu'en données anciennes, sur le Mercantour, vous avez dans les bases de données, alors après il faut les exploiter, il y a des bases de données qui existent depuis les années 80 et elles ont été réactualisées grâce à un certain nombre de projets où la télédétection est intervenue, qui ont été faits en collaboration avec le CEMAGREF de Grenoble, où effectivement, jusqu'aux données de 2007, où effectivement la dernière carte de végétation en corrélation avec le pastoralisme a été faite. Donc je pense que vous avez au Mercantour une base de données utilisable, mais après il faut la mobiliser. Voilà, merci. Tout à fait d'accord, hein. On est très très bien loti Mercantour parce qu'on peut avoir accès à toutes ces données. Donc avec Jérôme Manson, on est dans cette phase où on essaye d'accumuler et de croiser les couches d'informations. Donc c'est en cours, ça prend un peu de temps, voilà, et donc un petit peu d'argent. En fait, ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas de savoir si ça verdit, parce que je crois que c'est généralisé sur les Alpes françaises en tout cas. C'est de comprendre pourquoi ça ne verdit pas dans certains secteurs. C'est ça qui m'intéresse. et donc, il y a de la variabilité spatiale qui est très forte quand on regarde dans le détail, entre une unité pastorale et puis une unité juste à côté, avec des comportements très différents sur 30 dernières années. Et là, je me dis, là, il y a vraiment quelque chose à creuser. Et donc, il nous faut de l'information complémentaire pour comprendre, pour mieux saisir ce qui a pu se passer. Donc, c'est vraiment ces polygones qui restent blancs, malgré un contexte bioclimatique beaucoup plus favorable. Pourquoi reste-t-il blanc ? Pourquoi la végétation n'a pas répondu à l'amélioration des conditions climatiques sur les 30 dernières années ? C'est ça qui, à mon avis, est particulièrement important. Et il nous faut, on en parlait aussi avec Clémentine hier soir, il nous faut beaucoup plus d'informations pour mieux comprendre dans le détail. Donc revenir vraiment à la donnée de terrain, voilà, hein, c'est souvent cet aller-retour entre le sol et puis l'espace, de revenir à cette donnée de terrain pour mieux saisir les trajectoires. Oui, Philippe, pour compléter ce que vient de dire Jacques, donc le CEMAGREF, le CBNA et moi, nous avons mis en place donc toute la cartographie par satellite du parc. Donc elle est à ta disposition.
C'était Landsat. Oui, oui. Mais j'ai bien en mémoire tous les travaux du centre de IRSTEA de Grenoble, hein, Jean-Bernard Brunet, etc. C'est vrai qu'à l'époque, on était dans une option, enfin dans une vision assez typologique, on va dire, hein, de pouvoir cartographier au mieux un certain nombre d'indicateurs, notamment sur la productivité des systèmes, etc. Et d'en inférer en fait des cartes de distribution de groupement. On essaye de se passer de plus en plus dans une approche dynamique, c'est-à-dire à la fois saisonnière, la saisonnalité en fait, hein, de ces prairies, et puis la dynamique décennale ou interannuelle. Et les signatures phénologiques des différentes prairies, par exemple d'une nardée, c'est quoi la cinétique phénologique d'une nardée et comment cette nardée peut modifier ou pas sa phénologie saisonnière en fonction des conditions climatiques. Une année avec un printemps précoce, une année avec un printemps tardif. C'est ça qui nous intéresse. Donc de suivre à la trace, quasiment jour par jour, comment le ver se déploie dans ces prairies, les vitesses de sénescence, etc. Et de pouvoir tracer ça sur l'ensemble de nos groupements, hein, et à la fois sur de manière saisonnière et multiannuelle. C'est ça l'enjeu. Donc c'est cinétique, je dirais. Qui viennent doubler ou compléter l'aspect plus cartographie spatiale. Émeric Saulnier, géologue. Alors c'est peut-être parce que je veux défendre le fer de lance de mes collègues, mais justement quand vous parlez que vous manquez d'informations sur certaines parcelles où vous avez du mal à expliquer le développement, enfin le verdissement récent, est-ce que du coup vous faites appel à des géologues pour étudier précisément la pédologie du sol et le fait qu'il puisse y avoir une poche de gypse ou je sais pas, un éboulis induré, quelque chose? Pas suffisamment. Mais il y a un premier travail à accomplir qui est le lien, vous en parliez, avec la carte géomorphologique. Ce lien, il faut qu'on le construise de manière solide et qu'on arrive à mieux lier les dynamiques du tapis végétal au modelé, au morphodynamique. Ça, c'est très très important. Après, effectivement, des contextes géologiques, bon là, une image un peu simplifiée de l'espace parc, c'est absolument indispensable. Je pense qu'il faut aussi l'associer à une meilleure compréhension et aussi mesure et modélisation du climat du sol. Hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les profondeurs de sol, etc., mais aussi les conditions climatiques dans le sol. Donc il faut assembler beaucoup d'expertises, dont des expertises de géomorphologues, de géologues, etc. Mais voilà, il y a tout un monde à réunir autour de ces questions et voilà, associer les expertises. On a absolument besoin de ça. Donc éviter un maximum que les spécialités restent dans leur silo, quoi. C'est ça l'objectif, quoi. Voilà. Oui, moi je voulais savoir, j'avais vu que donc, dans votre présentation, vous montrez que le verdissement il se fait sur toutes les expositions. Je voulais savoir si vous aviez étudié la pente, puisque je ne le vois pas, et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut conditionner le fait que l'eau puisse rester dans le sol. Oui, on ne l'a pas fait suffisamment. Donc dans les placettes Gloria, bon, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé, hein, c'est-à-dire que les placettes permanentes Gloria, c'est en contrebas des sommets, donc à une certaine distance du sommet, donc quelle que soit la pente. Donc ce n'est pas un facteur explicatif, je dirais, très très mis en avant dans le consortium Gloria, la pente. Hein. Pour l'instant, on a beaucoup plus travaillé les questions d'exposition. Est-ce que l'enrichissement était plus fort à l'ouest, etc. Il y a des papiers, dont un papier co-signé avec le Mercantour sur la richesse spécifique versus l'exposition. À l'échelle du territoire, il faut le faire. Donc c'est pour ça que je pense que le lien avec les cartes géomorpho, il est absolument indispensable. Mon sentiment, c'est que des éboulis avec des éléments fins sont les premiers bénéficiaires en fait d'une certaine façon du verdissement sur ces espaces. Il y a à la fois l'espace vacant, il y a des niches disponibles, il y a probablement un peu plus de réserves en eau, ça se réchauffe. Bon, au final, il y a tout pour rendre une plante heureuse, donc c'est ce qu'on observe hein, sur le Mercantour, on a vraiment cette dynamique très forte sur ces systèmes, mais après il faudrait arriver à distinguer les différents types d'éboulis en fonction du matériau, de la granulométrie, etc. Il y a tout un travail. Moi, si je pouvais commencer une thèse là-dessus, j'irais voilà, sans hésiter, quoi, les yeux fermés, quoi. Enfin un petit peu ouverts quand même, mais bon. Mais bien sûr qu'il y a tout un travail passionnant à faire pour croiser avec ces formes du relief, ces modelés, ça c'est sûr. Christophe Dogeron.
Quand on vous écoute, on a tendance presque à penser vive le réchauffement climatique. Et la question que je voudrais quand même vous poser, c'est est-ce que vous avez des éléments sur des phénomènes d'extinction en cours ou de disparition d'espèces? Bon, alors moi, c'est un sujet, on a discuté avec un journaliste il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est toujours difficile d'aller peut-être à l'encontre parfois de certaines idées reçues. Bon, il y a un illustre écologue alpin qui s'appelle Christian Körner qui a publié des choses dans ce registre en disant toutes ces histoires de remontée altitudinale, tout ça, certes ça joue un petit peu, mais ce qui se passe dans les systèmes alticoles, c'est round the corner, c'est-à-dire on se déplace de 5 mètres et on a un environnement, un micro-environnement complètement différent. Si je me mets sur la face sud d'un gros bloc, sur la face nord, ma vie elle change complètement. Donc il n'y a pas besoin d'aller grimper ou descendre, je ne sais quoi, ça se fait de manière très très locale. Donc ce qu'on voit effectivement sur les résultats Gloria, et notamment Mercantour, c'est qu'il y a une densification du couvert de plantes. Donc les plantes qui sont déjà adaptées à ces systèmes contraints par le froid, etc., en fait, on relâche un peu certaines contraintes, elles vont s'implanter de manière durable. Donc il y a quelques losers, hein, c'est sûr, hein, il y a des espèces un peu pionnières sur les sites du Ténim notamment qui régressent en couverture, hein, au profit de graminées un peu plus structurantes. Mais actuellement, sur 15 ans, c'est pas une thermophilisation de la flore. C'est-à-dire que ce qu'a voulu vendre au départ Gloria, c'est une thermophilisation de la flore. C'est-à-dire que les espèces qui apparaissent, en fait, elles viennent du bas. Hein, on a un vaccinium. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'on a beaucoup plus d'espèces alpines. Donc moi, j'avais même publié un article à l'époque en disant, en fait, ce qu'on voit, c'est simplement un rebond de la fin du petit âge glaciaire, et progressivement, il y a de la colonisation, de l'implantation des plantes alpines. Il faut du temps pour s'implanter. La petite graine qui arrive, qui germe et tout ça, qui meurt pas les 3 premières semaines, ça prend... Voilà, c'est presque exceptionnel, quoi, d'avoir une implantation d'une plante alpine sur ces sommets. Alors, vous imaginez, au sommet du Ténibre, bon, et pour l'instant, c'est ça qu'on voit. Voilà, donc, ma conclusion, c'est, encore une fois, les plantes alpines, première bénéficiaire. Peut-être que dans 50 ans, ça sera différent, mais pour l'instant, c'est ça. Il y avait 2 autres questions. Jérôme d'abord. Oui, Jérôme Manson du parc du Mercantour. Moi, je voulais te remercier, Philippe, et puis c'est vrai qu'on a encore pas mal de travail à faire. Je voulais m'adresser au directeur de la zone Atelier Alpes, en fait, depuis hier et puis même depuis 2 jours. On a beaucoup parlé de la position marginale du Mercantour dans la chaîne alpine. Et je voulais avoir un petit peu ton sentiment sur ce qu'apporte en fait le Mercantour dans la zone Atelier Alpes par rapport à des études à l'échelle alpine, si tu as une idée là-dessus. Non, mais il était absolument impensable de construire une zone Atelier Alpes sans l'ensemble des Alpes françaises. Enfin, bon, mais ça, c'est une question un peu politique, géopolitique. La zone Atelier Alpes, elle essaye de catalyser des liens entre le monde académique et le monde non académique, notamment les espaces protégés. Elle s'est construite autour d'un dipôle Grenoble-Chambéry, dans une autre académie. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut arrêter avec ces constructions qui sont guidées par des logiques un peu administratives. Il faut forcément qu'il y ait l'ensemble des Alpes françaises dans cette zone Atelier, et en particulier les 3 parcs nationaux des Alpes françaises. Donc pour moi, ça a toujours sonné comme une évidence. Bon, il y avait du répondant côté Mercantour, parce qu'on aurait très bien pu me dire au Mercantour, non, la zone Atelier Alpes, c'est des Grenoblois, donc ça, bon, non, il faut être inclusif. Donc on a fait cet effort pour inclure non seulement des espaces protégés de PACA, et il y en a encore beaucoup à intégrer dans la dynamique, notamment parcs naturels régionaux, et les universitaires de PACA, et notamment l'IMBE. C'est une évidence pour moi. Et voilà, les gradients biogéographiques et tout ce que vous voulez, on pourrait à l'envie démultiplier les raisons, mais c'est une évidence.